Bonjour. Et comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour les favoris, cette fois-ci les favoris de l'hiver 2025. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder par mes petites découvertes littéraires. J'en ai sélectionné 3 parmi l'ensemble que j'ai lu qui, je vous l'avouerai, est assez maigre puisque finalement les bouquins que je lis sont assez conséquents et me prennent plus de temps que prévu. Mais pour autant, j'ai réussi cet hiver à lire. Alors attendez que je le prenne. J'ai lu donc Karou de Steve Tessich. Je sais pas exactement comment prononcer son nom, mais voilà, par Steve. J'avouerai que j'ai pris ce livre dans un premier temps parce que voilà, je juge les livres à leur couverture. C'est un peu contestable comme démarche, mais voilà, je l'ai pris parce que sa couverture est magnifique. Hop. Et en plus, je l'avais trouvé sur Vinted parce qu'il était pas cher, il était à 5 balles au lieu de sûrement 13,50 qui coûte à l'origine. Bref, une petite affaire. Et donc je l'ai pris parce que déjà j'avais un premier bouquin de la collection, donc c'est la collection Les Grands Animaux de la maison d'édition Toussaint Louverture. J'avais du coup ce premier tome que je vous avais présenté, donc qui sont Tous les hommes du roi. Du coup, comme j'avais bien aimé, je me suis dit je vais prendre du coup un autre livre de la même collection, peut-être que ça me plaira tout autant. Et c'est une bonne découverte, je vous l'avouerai, que c'est un récit du coup de fiction. Je vais vous lire le résumé, ce sera peut-être plus parlant, quoique j'avoue que le résumé ne fait pas forcément très honneur au récit. Si ce roman singulier commence aux dernières heures des années 80 dans un luxueux appartement de Manhattan, il ne s'achèvera que dans l'infinité lugubre du cosmos. Entre-temps, nous aurons eu droit à un réveillon de fin de siècle, à un inventaire de maladies improbables, au sacrifice d'une œuvre d'art sur l'autel des dieux hollywoodiens, à une romance fleur bleue, à la démonstration salace du pouvoir des producteurs de cinéma, et à un étrange voyage à demi endormi. Au centre de tout ça, dans l'œil aveugle de l'ouragan, Saul Karou, tout de cynisme et de lâcheté. Balle perdue de notre époque, archétype des dictateurs de notre monde, une bête pour qui vérité et mensonge sont interchangeables, et la morale rien d'autre qu'un parfum que l'on met pour séduire les âmes fragiles. Cette fois-ci, si je dois résumer avec mes propres mots, donc on suit le personnage de Saul Karou, donc qui est un personnage assez antipathique, un peu sournois, perverti je dirais même, enfin assez dérangé, dans son, pas forcément dans sa manière d'être, mais plus dans sa façon de penser. C'est vraiment quelqu'un, comme dit le résumé, qui ment facilement, qui n'hésite pas à tromper son entourage, qui est quelqu'un d'assez faux et hypocrite. Dans son histoire, on apprend donc qu'il travaille dans le monde du cinéma, qu'il est pas scénariste, il réécrit les scénarios pour qu'ils soient plus adaptables à l'écran. On découvre en fait une grande partie de son histoire là-dedans, donc de comment est-ce qu'il est devenu du coup scénariste. On apprend aussi sa vie sentimentale avec son épouse, qui n'est pas toujours très facile. On apprend aussi comment est-ce qu'il a eu son enfant. Et en fait, tous les éléments qu'on apprend sur lui, on les apprend un peu de façon décousue. On se dit, ça n'a pas d'intérêt que ce soit écrit là comme ça. Mais il y a un moment dans le livre où on comprend que tous ces éléments commencent à faire sens en fait. C'est un peu comme des pièces de puzzle qui s'assemblent. Donc c'est un peu dur de vous le résumer sans pour autant spoiler si jamais vous avez envie de le lire, mais toujours est-il que je l'ai trouvé très bien écrit pour le coup. J'ai vraiment pas eu de difficulté à rentrer dans l'univers et les personnages sont assez bien écrits aussi. On sent que l'auteur, quand il a écrit du coup le personnage de Sokaru, on sent qu'il a travaillé sur vraiment la psychologie du personnage, puisqu'il a une façon de penser qui est vraiment très particulière par rapport aux autres personnages qui ont une façon de penser assez commune, comme c'est un peu Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Mais lui est vraiment très particulier, même si le début est assez étrange. Enfin, c'est vrai que ça commence assez brutalement. Voilà, on rentre dedans. La fin, pour autant, est vraiment très très douce et très, comment on dit ça, méditative. Enfin, la fin est assez diffuse, elle invite à la réflexion. Pour autant, le seul élément de comparaison que je peux avoir, c'est du coup Tous les hommes du roi. Contrairement à celui-ci, du coup, dans Karou, je trouve que les chapitres sont beaucoup plus liés les uns aux autres, alors que dans Tous les hommes du roi, les chapitres vraiment n'avaient pas forcément de lien les uns aux autres. C'était assez coupé, assez sec. Mais je trouvais que celui-ci était quand même assez bien écrit, donc si je devais en tout cas lui donner une note, pour moi ce serait un 15 assez facilement. Il est plutôt épais, plutôt long,
Il fait à peu près 600 pages. Mais voilà, si jamais vous avez l'occasion et que ça vous intéresse, voilà, Carreau de Steve Tessich, pardon, je vous recommande. Alors ensuite, j'ai deux autres bouquins, mais je ne les ai pas avec moi puisque ce sont des livres que j'avais empruntés du coup à ma médiathèque. Mais du coup, j'afficherai sûrement ici ou là les images, les couvertures des livres en question. Il s'agit donc d'une BD qui s'appelle Sœur 10. C'est un livre donc de Matthew Tobin Anderson. Voilà, je lis les infos parce que j'ai pas le livre avec moi. Donc c'est un livre qui s'inspire donc de la légende bretonne de la ville d'Is. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette légende, c'est un peu l'équivalent de l'Atlantide, mais pour les Bretons. Donc selon la légende, il y aurait une ville qui s'appelle du coup la cité d'Is, qui serait située du coup dans la baie de Douarnenez. Et donc cette cité sur laquelle règne le roi Gradlon, qui dans la légende a une fille. Contrairement à dans la BD où le roi a deux filles, deux sœurs jumelles, ces sœurs qui d'ailleurs sont assez opposées. Voilà, on a une fille qui du coup a des pouvoirs assez puissants mais qui ne souhaite pas les utiliser puisque c'est l'aînée, elle a plus de sagesse, elle est beaucoup plus rattachée donc à la nature, voilà, elle apprécie pas forcément la ville dans laquelle elle habite. Et sa petite sœur qui elle est tout l'opposé, qui adore sa ville, qui est beaucoup plus superficielle mais qui pour autant n'a pas encore tous ses pouvoirs, qui évidemment aime les garçons et cherche à les séduire. Et donc ces deux sœurs sont un jour destinées à du coup se disputer le trône à la mort de leur père. Cette cité qui est située dans la baie est entourée donc de hautes digues qui sont fermées par des écluses, des portes fermées à clé. Et seul le roi possède du coup la clé de ces écluses. Et donc en grandissant, les filles se découvrent chacune leur vie respective. Voilà, l'aînée décide de quitter définitivement Is pour s'installer avec donc son conjoint, et du coup la petite sœur décide de régner. Donc selon la légende, l'une des sœurs se serait faite séduire donc par un ennemi qui lui aurait du coup volé la clé des écluses, aurait du coup ouvert les écluses pendant une tempête, et en fait la mère serait rentrée dans la cité et l'aurait du coup totalement engloutie. Ça c'est la version plus ou moins officielle de la légende, et donc dans la BD on a un peu une revisite où là les sœurs du coup ont des pouvoirs magiques, mais donc on a un aspect, une autre lecture en fait de la légende qui moi franchement m'a pas déplu. Justement j'aimais bien qu'il y ait des détails qui soient pas forcément évoqués dans la légende, des détails complètement libres de l'auteur. D'ailleurs les dessins aussi étaient assez beaux, assez fous. Clairvy, si tu passes par là, je pense que ça te plairait énormément. Mais je vais du coup compléter du coup mes propos avec du coup le résumé que j'ai juste sous les yeux. Pour ériger les remparts qui protègent Is des flots tumultueux, la reine Malgwen a eu recours à la magie. Sa mort brutale et mystérieuse laisse ses deux filles inconsolables et les éloigne l'une de l'autre. Rosen, héritière du trône, entre en communion avec la nature et s'épaisse dans les landes. Daout, la cadette, se délecte de la vie fastueuse de la cour et se compromet dans ses intrigues. Mais derrière les murs immenses de la cité se cache un lourd et sombre secret. Le jour où le lien entre les sœurs est rompu définitivement, elles entraînent dans leur chute le destin d'Is, et les monstres tapis dans l'ombre surgissent alors en pleine lune. Comme le résumé il a bien dit, à un moment les sœurs donc ne peuvent plus se voir en face. Toujours est-il que c'était une assez bonne lecture, voilà, si jamais vous avez l'occasion. Après je sais que ce conte a pas mal été revisité, j'ai également lu d'autres BD sur la même légende, et l'autre BD s'appelle tout simplement Is, mais je ne sais plus du tout l'auteur ou l'autrice. Toujours est-il que c'est pas du coup la première fois que je lis cette légende. Ensuite, le deuxième livre que du coup je n'ai pas en ma possession puisque j'ai emprunté, il s'agit donc cette fois-ci d'une BD, plus précisément du premier tome, de La Marche Brume. Donc c'est une BD donc de Stéphane Fer. Dans cette bande dessinée, donc, on y suit une réécriture, cette fois-ci, du folklore des sorcières. On y suit l'histoire, alors je ne saurais plus trop le nom des personnages vu que ça remonte un petit peu, mais on y suit donc une ogresse qui a en fait été recueillie bébé par une sorcière suite à un mystérieux événement. On n'en sait pas trop pour le moment.
Toujours est-il que du coup cette ogresse grandit donc dans le village entourée par plein de sorcières et elle essaye du coup de s'intégrer, elle veut apprendre la magie, tout ça, mais évidemment la sorcière qui l'a recueillie refuse vu que c'est un peu le cliché voilà, de la sorcière grincheuse aigrie voilà, qui est un peu relou, mais qui fait ça pour le bien du coup de cette ogresse. En fait, on apprend que dans ce village de sorcières est protégé d'une brume. Et on découvre en fait dans ce récit que la brume, c'est un mystérieux élément en fait qui apparemment serait destructeur. En tout cas, les sorcières font tout pour s'en protéger et éloigner cette brume. On sait qu'il y a des créatures dangereuses qui vivent dans cette brume, jusqu'au jour où en fait des créatures parviennent passer outre la brume et à attaquer du coup le village et les sorcières. Et au cours du combat, en fait, on découvre que l'ogresse est la seule personne qui parvient à voir à travers la brume et à résister en fait à la brume, vu qu'elle est, c'est quelque chose, un élément aussi qui est un peu toxique. Et donc suite à cela, en fait, les sorcières sont plus en sécurité au sein de leur propre village. Et donc elles décident en fait de partir, percer du coup le mystère de cette brume pour régler le souci une bonne fois pour toutes. Toutes les sorcières du village ne partent pas, certaines du coup restent réparer les dégâts, mais du coup les personnages principaux s'en vont trouver du coup la source et l'origine de cette mystérieuse brume. Le tome 1 se termine du coup quand leur expédition est entamée finalement. Donc c'est pour ça qu'on est un peu sur notre fin. Toujours est-il que le premier tome est franchement pas mal. Enfin, il y a de l'action, il y a un petit peu de lore qui est dévoilé, les personnages sont bien écrits et vraiment les illustrations sont incroyables. Les palettes de couleurs sont bien gérées, les détails aussi qu'il y a dans les couleurs et même l'aspect visuel en fait est hyper travaillé je trouve. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin de la BD, il y a des planches complètes avec les recherches des personnages et des décors, une sorte de mini artbook, et ça c'est pas pour me déplaire. Je vais quand même vous lire le résumé plus ou moins officiel du livre, pour compléter du coup avec mes propos. Avant, on n'avait pas peur des forêts sombres et des vieilles croyances, des cris de bêtes qui déchirent la nuit et des ombres incertaines qui rôdent dans les champs. On se moquait bien des trolls cachés sous les ponts, des déesses vengeresses, des géantes de nuages ou des diables des crevasses. Alors on brûlait les arbres millénaires pour se chauffer au printemps et on empoisonnait la terre pour la forcer à vomir ses fruits. Et puis un jour, la brume a tout emporté. Oh, pas la petite brume du matin ou la semi-brume des lendemains de pluie, non, la brouillasse, la vraie, la purée de boue, la bouillie du charbon noire et épaisse comme de l'encre en suspension, celle qui engloutit tout pour recracher des monstres qui vous dévorent à leur tour, celle dont personne ne revient, sauf la petite Tempérance, une ogresse attachante, sauvée de justesse par Grisette la semeuse, une sorcière aussi puissante que bourrue. La petite fille élevée dans la tranquillité d'une sororité de vieilles femmes qui vivent dans les montagnes, mais 18 ans plus tard, la brume terrifiante finit par frapper durement la communauté, forçant un petit groupe de sorcières à quitter le village pour tenter de percer les mystères du fléau. Il est temps de sortir les gris-gris et de se rappeler des vieilles incantations et des leçons de kung-fu pour se lancer dans une aventure qui change le destin de la jeune Tempérance à jamais. Un conte écologique moderne, drôle et sombre à la fois, empreint de métaphores servant de belles réflexions et jouant non sans humour avec les stéréotypes du monde foisonnant de la sorcellerie. Donc tout est plus ou moins bien explicité, bien résumé. C'était un très bonne BD, en tout cas j'ai beaucoup apprécié et j'ai hâte de lire la suite. Je ne sais pas si la suite est sortie d'ailleurs. Ah oui, la suite est sortie. La suite est effectivement sortie. J'espère qu'ils l'auront à ma médiathèque pour que je puisse le lire. On va à présent passer donc au film. Donc à présent pour les films, j'ai fait une petite sélection de 3-4 films. Je ne vais pas trop m'attarder forcément dessus, mais en tout cas c'est des films que je trouve qui valaient le coup, soit scénaristiquement parlant, puisque c'était bien écrit, soit visuellement, ou soit c'était tout simplement des surprises. Donc on va commencer par le tout premier de cet hiver qui est The Witch. Donc c'est un film de 2015 donc, qui a été réalisé par Robert Eggers, que je ne connais pas ce réalisateur. Mais par contre, j'ai regardé ce film parce que le casting m'intéressait, notamment parce qu'il y a Anna Taylor-Joy, donc qui est une actrice que j'apprécie particulièrement. Et donc, pour vous résumer ce film, ça se passe dans les années 1600, un peu pendant la période de la chasse aux sorcières, voilà, en Nouvelle-Angleterre, c'est précisé. Donc on a deux parents paysans qui sont très croyants,
qui décident donc de quitter le village et de s'installer de leur côté dans une prairie, donc de repartir à zéro. Voilà, ils décident d'avoir une ferme, des animaux, de travailler la terre comme les paysans de l'époque finalement, très dans la tradition puritaine. Et donc ils ont 3 enfants, Thomasine, donc, qui est joué par Anna Taylor-Joy, qui est l'aîné, et 2 autres enfants qui sont jumeaux d'ailleurs, et qui sont beaucoup plus petits, voilà, qui doivent avoir plus 9-10 ans à peine. Quand ils s'installent donc dans cette prairie, elle est située non loin en fait d'une forêt. Au fur et à mesure qu'après s'être installés, ils commencent à découvrir qu'il y a des phénomènes étranges qui commencent à se passer la nuit tout d'abord, puis même la journée, pareil, des choses qui disparaissent tout seuls, les animaux qui... Et en fait, on découvre que cette forêt appartiendrait en fait à des sorcières ou à une sorcière, et que après s'ensuit du coup tout plein d'événements de possession, le démon voilà, qui s'empare des enfants, de drame en fait. Enfin, c'est un film d'horreur, évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais c'est un film d'horreur. Et pareil, les membres de la famille finalement se liguent les uns contre les autres. Voilà, certains pensent que c'est Thomasine parce que c'est une femme forcément, donc c'est une sorcière. D'autres pensent que c'est le garçon puisqu'il a disparu et revient mystérieusement de la forêt comme ça et qui va pas bien. Enfin, voilà, la famille est plus que divisée finalement. Et ils essayent du coup de se raccrocher à leur seule racine qui est du coup la religion. Voilà. Je vais quand même vous lire du coup, pareil, le résumé officiel, peut-être qu'il sera plus parlant que mes propos, je ne sais pas. Nouvelle-Angleterre, 1630. William et Catherine, un couple dévot, s'établissent à la limite de la civilisation, essayant de cultiver un lopin de terre au milieu d'une étendue encore sauvage. Ils mènent une vie pieuse avec leurs 5 enfants, mais lorsque leur nouveau-né disparaît mystérieusement et que les récoltes sont soudainement gâchées, ils se dressent les uns contre les autres. En tout cas, visuellement, il était vraiment très cool. Les plans, la façon dont c'était filmé, la filmographie et la photographie étaient assez bien établies. Au niveau du rythme, ça allait. Enfin, on n'était pas lassé au bout d'un certain temps. On rentrait assez facilement dans l'histoire. Et après, je peux pas forcément vous donner un avis sur le niveau de peur. Moi, en tout cas, il m'a pas forcément terrifié plus que ça. Si ce n'est peut-être un moment où on a un personnage qui est du coup possédé, qui là peut peut-être faire un peu sursauter, peut provoquer des hauts le cœur. Mais ça allait. Après, pour ce qui est de la fin, c'était pas une fin particulièrement à laquelle je m'attendais. C'était pas non plus, je pense, une fin idéale. Quoique... Enfin, c'était une fin qui était correcte, mais je pense que ça aurait peut-être pu être mieux tourné. Voilà, toujours est-il que c'est un très bon film et que je vous recommande, donc The Witch. Ensuite, le second film que je vais vous recommander, c'est un assez vieux film, on va pas se mentir, il date de 82 et là aussi c'est un film d'horreur qui s'appelle du coup The Thing. Donc c'est un film qui a été réalisé par John Carpenter. Voilà, là pour le coup c'est un réalisateur que je connais un peu mieux. Film d'horreur assez connu. Déjà c'est un film que mes profs parlaient dans le cadre d'un cours, puisqu'on a un cours sur le fantastique et les récits, et on était arrivé donc sur un passage sur le film d'horreur. Et comme c'était avant les vacances, ils nous ont fait plaisir en nous passant du coup le film dans l'amphithéâtre. C'était beaucoup plus cool. Enfin, ça faisait une mini séance ciné, c'était plutôt sympa. Donc c'est un film d'horreur de 82, donc, dans lequel on y suit des chercheurs qui sont donc en Antarctique pour une mission scientifique et qui du coup un jour sauvent un chien de traîneau je crois, qui s'était enfui. Et ils le mettent donc avec les autres chiens, mais sans savoir que ce chien qu'ils ont secouru est en fait parasité par une mystérieuse créature. Donc le film commence oui avec le chien qui... C'est assez gore hein, pour le coup, là faut un peu s'accrocher. On a vraiment des plans du chien enfin je sais pas dire les détails, mais donc la créature prend le contrôle du chien, et évidemment comme ce chien était placé avec d'autres animaux, la créature s'est mis aussi à attaquer les autres animaux et à du coup se nourrir en fait d'eux. Et donc cette chose, quand elle s'en prend à un des membres de l'équipe,
Voilà, il se retrouve du coup à ne plus savoir à qui faire confiance. Le parasite est dans l'un d'entre eux, mais lequel on ne sait pas, et il y a très peu d'indices en fait qui permettent de savoir si oui ou non on est possédé par la créature. Donc au final, tout le monde est dans le doute, il y a beaucoup de méfiance, de colère. C'est un très bon film en tout cas sur la façon dont c'est écrit, le scénario, la complexité aussi des personnages et de leurs relations, qui du coup ne va pas en s'arrangeant. Et donc le personnage principal, donc, qui est quand même interprété par Kurt Russell, grande figure du cinéma, donc le personnage principal décide du coup, de se battre contre cette chose, de trouver le moyen de la détruire, d'essayer aussi de savoir si ses collègues ne sont pas infectés. En tout cas, c'est un très très bon film d'horreur. Mais voilà, accrochez-vous, les effets spéciaux ils sont pas si dérangeants que ça. Ils sont peut-être un peu datés, mais ce sont des bons effets spéciaux très très gore pour le coup. Un très très bon film d'horreur qui prenait aux tripes. Il y avait vraiment un suspense de dingue tout au long. Franchement, j'étais scotché, donc je recommande à 100%. Et enfin, dernier film que je vais mentionner, pour le coup c'est un film français, pareil, assez vieux puisqu'il date de 2008, qui s'appelle donc Agathe Cléry. Alors je l'ai regardé sans savoir vraiment à quoi m'attendre, je me suis dit bon c'est un film français, voilà, moi qui suis d'ordinaire pas fan des films français, je l'ai regardé comme ça sans même regarder particulièrement le résumé. Et il s'est avoué que c'est un film français mais comédie musicale, que je savais même pas que ça existait. Et ça m'a beaucoup fait rire, enfin, il y avait beaucoup d'humour dans ce film. Donc pour vous résumer en tout cas le scénario, donc on y suit Agathe Cléry, donc, qui est directrice du marketing dans une entreprise de cosmétiques. Elle est blanche, elle est brune, elle est plutôt aisée. Elle serait pas un peu... Un peu quoi? un peu raciste? Raciste? Agathe? Oh non! Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle est aussi surtout raciste, ça faut préciser, c'est le point important du film, cette femme est raciste. Un jour, elle a une maladie qui fait que sa peau du coup noircit. Qu'elle devient noire. Et bah pour elle qui est raciste, c'est pas concevable. Enfin, elle est dans le désarroi le plus total. Elle se dit qu'elle va avoir une vie horrible. Enfin, ça aborde quand même des clichés, en tout cas assez phénoménaux, mais pour autant c'est abordé avec de l'humour et ça soulève quand même des questions de société qui sont quand même assez pertinentes. Par contre, au niveau du maquillage ou des effets spéciaux, enfin je sais pas comment ils ont fait pour noircir sa peau, mais c'est vraiment une blackface là, c'est radical. Ce film, pris avec beaucoup d'humour, ça soulève quand même des questions des questions liées à l'identité, des questions aussi liées du coup à la culture de l'entreprise, vu qu'effectivement ça se passe constamment en entreprise, le regard des autres aussi. Pareil, une fois que le personnage principal donc est devenu noir, elle perd son emploi, et la question du racisme dans les entreprises, au niveau des entretiens d'embauche, de la discrimination aussi. Enfin, il y a beaucoup de questions comme ça qui sont soulevées, qui je trouve sont intéressantes et sont toujours autant d'actualité, même si le film a été tourné en 2008. Les choses ont peut-être certes évolué, mais on voit qu'il y a quand même certains points qui subsistent. C'était une assez bonne surprise, je m'y attendais pas. J'ai trouvé assez drôle, vraiment, il y avait des parallèles que je pouvais faire avec des personnes politiques par exemple. Enfin, c'était vachement drôle en tout cas. Donc voilà, après il y a des questions, oui, elle est blanche, elle devient noire, elle perd donc ses collègues, ses amis, son mari, mais au fin de compte elle s'ouvre du coup à d'autres personnes. Elle découvre même une autre facette qu'elle n'aurait pas pensé découvrir en tant que personne raciste. Et jusqu'à un moment où le processus en fait s'inverse, où elle avait tissé des liens en faisant croire à toutes ces personnes de couleur qu'elle aussi elle était, jusqu'au moment où le processus s'inverse et elle redevient blanche. Enfin, c'est quand même assez drôle comme situation. Pourtant, il n'a pas forcément de bonnes critiques. Selon moi, c'était un peu un film pour la blague, voilà. C'était un film à regarder juste pour la blague, ça faisait le taf, ça soulevait quand même quelques questions, c'était drôle, donc voilà, je recommande à regarder au moins une fois. Ce sera tout pour les films, et continuons dans la lancée donc des vidéos et des contenus
Oui, des contenus vidéo en passant du coup aux séries. Donc pour les séries, là j'en ai sélectionné deux. Une première qui est très connue, la deuxième un peu moins, et la première très connue, il s'agit de Game of Thrones. Game of Thrones, c'est une série américaine tirée du coup des livres de George Martin, donc c'est tiré de ses bouquins. Et je n'ai regardé donc que la première saison, je précise, que du coup j'ai beaucoup apprécié pour le coup. Évidemment j'en avais entendu parler vu que c'est assez connu comme série. Et donc en fait dans Game of Thrones on y suit la famille, les différentes familles en fait qui composent... alors j'ai plus les éléments en tête mais qui composent du coup le royaume. Donc qui est divisé en grandes familles qui se battent en fait pour le pouvoir. Et au début de la série, donc la main du roi, donc qui est un peu en quelque sorte le premier ministre, décède. Et donc on recherche un successeur pour la main du roi. Donc il s'avère que c'est Ned Stark qui est donc le gouverneur de la cité de Winterfell, donc qui obtient ce poste. Et en fait, au même instant, on a d'autres familles, les Targaryens, qui essayent de prendre le pouvoir. C'est vraiment de la géopolitique et ils se battent tous pour le pouvoir. Ils donneraient leur mère pour avoir le pouvoir, très clairement. D'un autre côté, on a les Lannister qui sont assez vicieux, que d'ailleurs j'aime pas trop. Vraiment, les Lannister, je les aime pas. Mais voilà, c'est de la géopolitique pure, voilà, ils se battent entre eux, il y a des complots. Après, il y a quand même du lore un peu qui est dévoilé. Hein. On y suit quand même des personnages qui vont dans des contrées lointaines. Je pense notamment à Jon Snow qui va donc au mur. En fait, il y a des éléments qui se mettent en place dans cette première saison, mais qui ne sont pas encore explicités, mais qui le sont du coup dans les saisons suivantes, je suppose. Donc on a un fameux mur gigantesque qu'il y a au nord du royaume qui protège le royaume de quelque chose, on ne sait pas quoi, mais on sait qu'il y a des créatures étranges de l'autre côté, mais on les a jamais vues. Et que du coup, des fois, les criminels ou les voleurs, on leur laisse le choix soit de mourir, soit d'aller protéger le royaume au mur. De l'autre côté de la mer, un autre continent où on a là les Dothraki, donc qui sont un peuple de nomades, qui eux, pareil, essayent d'avoir le pouvoir, mais qui ne peuvent pas traverser la mer pour une quelconque raison. Donc voilà, on a des éléments qui se mettent en place. La façon dont c'est filmé, c'est vraiment très cool. Après, c'est des épisodes de 1 heure, enfin, c'est des sortes de films. Il y a 8 épisodes dans la première saison. Le rythme, ça allait. Par contre, il y avait beaucoup de cul, mais bon, ça m'étonne pas au vu du registre finalement. Mais bon, voilà, regardez pas ça en présence de vos enfants, par exemple. Hein. C'est peut-être un petit peu cru. Voilà, il y a des têtes qui sont coupées, des membres décapités, du sang, du viol. Enfin voilà, c'est la vie. Bref, c'était plutôt cool, je recommande, et puis je regarderai la suite à l'occasion. Ensuite, deuxième série que je pourrais vous recommander, c'est une série d'animation américaine qui s'appelle Daria. C'est une série en 2D, c'est des années 97. C'est défini apparemment comme une sitcom, mais je trouve pas forcément. Toujours est-il que donc on y suit le personnage de Daria, donc qui est une jeune adolescente lycéenne. C'est cynique, voilà, d'un cynisme et d'un réalisme brut. Elle dit très clairement ce qu'elle pense, elle a ses convictions, elle a toujours une tête un peu blasée, mais elle reste fidèle à elle-même. Et elle, en fait, dans ses propos, dénonce des réalités très capitalistes, consuméristes, à travers en fait beaucoup d'humour. On a à côté sa sœur Queenie qui est très superficielle, qui fait tout pour plaire les garçons, le shopping, et donc qui sont deux personnages complètement opposés. Voilà, je pense que l'adjectif qui définirait le mieux derrière c'est antipathique peut-être.
Et donc il lui arrive tout plein d'aventures au cours des épisodes, et à chaque fois ça met un peu en lumière une facette de notre société. Je pense notamment à un épisode où du coup il y a un centre commercial qui est construit dans la ville, et que avec l'école, Daria va visiter ce nouveau centre commercial, et là elle pointe du doigt tout le consumérisme et les enjeux du des centres commerciaux qui font tout pour attirer les acheteurs. Enfin voilà, c'est après dit avec beaucoup d'humour, mais quand même ça, pareil, ça fait prendre conscience de certaines choses, certes propres du coup aux années 90, mais qui sont d'autant plus actuelles aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, normalement la saison 1 et 2 sont disponibles sur France TV, si je dis pas de bêtises, donc si vous avez l'occasion de regarder quelques épisodes. Sinon, il me semble aussi qu'il y en a quelques-uns sur YouTube. Donc si vous voulez vous faire un avis sur la question, vu que finalement Daria, c'est quand même un personnage assez complexe, donc c'est un peu dur de vous la définir. Mais du coup, je vous mettrai des images, vous verrez bien, si ça se trouve, ça vous parle totalement. J'ai regardé que la saison 1 pour le moment. Je suis actuellement en train de regarder la saison 2. Et de ce que je peux en dire, c'est que c'est vraiment cool. Voilà, à regarder de temps en temps, pareil, sans prise de tête. Voilà. Et enfin, on va terminer donc la vidéo par un jeu vidéo auquel du coup j'ai joué cet hiver. Donc c'est un jeu que j'ai eu à Noël grâce à ma sœur. Voilà, Gladys passe par là, merci. Donc c'est un jeu de Switch qui s'appelle Cult of the Lamb. Donc dans ce jeu, on incarne donc un mouton qui a été sauvé d'un sacrifice par un dieu. Et en échange donc de notre vie qui a été sauvée, on doit monter un culte avec des fidèles. Voilà, c'est un jeu de gestion de construisez du coup une secte. Voilà. On doit construire une secte avec des adeptes, nous sommes le gourou, on doit gérer nos adeptes pour qu'ils croient constamment en nous, on doit prêcher notre belle parole pour recruter un maximum d'adeptes, et on doit aussi explorer différentes régions pour obtenir pareil, des ressources pour améliorer notre culte, nos bâtiments, construire des habitats pour tous nos adeptes. C'est un peu un jeu de simulation d'un côté, c'est aussi un jeu de... comment ça s'appelle, les jeux roguelike, donc on est le personnage et on doit vaincre des ennemis en leur donnant des coups, on obtient des bonus, etc. Un peu de farming aussi, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est un très bon jeu, l'aspect du jeu est vraiment top. J'ai pas forcément de critiques négatives sur ce jeu, pour le moment je l'ai pas totalement fini, j'ai fait je pense 75% du jeu. J'ai terminé l'histoire principale, mais voilà, il y a quand même d'autres choses à faire. Oups, désolé, il y a quand même d'autres choses à faire après. Mais c'est un très bon jeu, voilà. Si jamais vous avez l'occasion d'y jouer, ça peut être sympa. Pareil, je vous mettrai quelques images sur le côté pour que vous ayez un aperçu en fait de à quoi ça ressemble. Et ce qui est cool aussi, c'est que quand on recrute des adeptes, on peut les personnaliser, voilà, leur donner une apparence, un nom, des caractéristiques, des vêtements. Donc moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est de mettre un peu mes amis, ma famille, tout le monde que je connaissais dans mon culte. C'était assez drôle. Donc voilà, Cult of the Lamb, c'est un très bon jeu sur Switch. Après, je sais qu'il est sur d'autres plateformes, donc voilà, c'est pas une exclusivité de la Switch. Mais voilà, n'hésitez pas à y jouer pour vous faire un petit avis. Ou même, je sais pas s'il y a une démo disponible, mais voilà, essayez-le au moins une fois. C'est plutôt cool. Voilà, ce sera tout du coup pour les favoris de cet hiver. Donc pour ce qui est du printemps, j'ai déjà commencé à lire des trucs, à regarder des choses qui sont très intéressantes. Cette chaise grince, c'est horrible, mais j'ai hâte du coup de vous les présenter dans une prochaine vidéo. Je tiens à dire donc voilà que la vidéo sort un petit peu tard, bon parce que j'ai eu des empêchements à droite et à gauche, et aussi que j'ai mis un peu de temps à m'y mettre finalement, parce que la caméra avec laquelle je tourne n'est pas la mienne, c'est une caméra que j'emprunte. Mais voilà, toujours est-il que les choses sont bien entamées et que j'ai hâte du coup de vous les présenter. Donc si la vidéo vous a plu, vous connaissez les dictons, hein, vous likez, vous abonnez, vous n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vous, vos favoris, ce que vous avez découvert, aimé, comme ça moi ça me permet aussi de découvrir un peu d'autres choses. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Voilà, gros bisous.